J'étais arrivée à un stade où me lever le matin était juste un combat quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir mon amie Nina, aussi connue sous le pseudo de Wonder Nina sur Instagram. Nina est coach et mentor mindset certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que la santé mentale, elle est aussi importante que la santé physique. C'est le moteur de tes réalisations. Nina, c'est une femme avec un énorme potentiel qui a porté le poids de ses proches et du monde sur ses épaules. Depuis petite, j'ai été amenée à me développer très jeune par rapport à mon histoire, surtout en lien avec ce que j'ai vécu avec ma maman qui était malade quand j'étais petite. Après 2 ans de dépression, elle a su rebondir et développer son plein potentiel pour aider des entrepreneurs ou des personnes qui aspirent à entreprendre. Pour moi, ça a été vraiment le déclic qui m'a permis de sortir de plusieurs situations différentes. Dans cet épisode de podcast, elle va nous partager son parcours, sa dépression, comment elle a su en rebondir, ses clés et ses outils à mettre en place quand ça ne va pas, quand on a des moments de down ou quand on est en pleine dépression. Au début, j'ai pas voulu accepter que j'étais en dépression. J'ai essayé de me couper au maximum, de mettre un petit peu dans ma bulle et d'être toujours dans le respect de mes besoins. Elle va aussi nous expliquer comment elle s'est lancée sur les réseaux sociaux, comment elle a pris confiance en elle et comment elle a aussi développé et lancé son business et toutes les croyances limitantes par lesquelles elle est passée et comment vous, à votre tour, qui allez écouter cet épisode de podcast, vous allez pouvoir dépasser. Coucou Nina. Coucou. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que je voulais t'inviter. Parce qu'il faut savoir que Nina, de base, c'est la première personne que j'ai invitée à venir sur le podcast alors que le podcast était limite juste une ébauche et que je venais juste de le lancer. On en avait parlé et c'était vraiment mon invité de choix. Finalement, les choses ont fait que on n'a pas pu prendre le temps. Mais là, je suis trop contente de te recevoir dans le podcast et je suis sûre que tu vas pouvoir nous partager plein de valeurs. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu nous retraces un petit peu ton parcours, comment tu as grandi et finalement comment tu es arrivée aujourd'hui en tant que coach. Et surtout, je pense, avant ça, nous expliquer pourquoi Nina et pas Irina du coup. Ok, déjà merci beaucoup pour l'invitation et je suis très contente d'être ici. Et c'est un honneur pour moi de faire partie de tes invités de choix. Donc, du coup, mon vrai prénom, c'est Irina. Et mon surnom, c'est Nina. Et j'accorde quand même de l'importance à ce surnom, puisque pour moi, il a une signification particulière. Donc, voilà, on peut m'appeler soit Irina, soit Nina. Mais sur les réseaux, on me connaît plutôt sur le nom de Nina. Du coup, au niveau de mon parcours, donc à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours aspiré à entreprendre. Depuis que je suis enfant. Ah ouais ? Ouais. Ok. Je me suis toujours vue comme une businesswoman. Quand j'étais enfant, je me visualisais déjà comme femme d'affaires. Je mettais un petit sac à main. Voilà. Pour moi, j'étais vraiment femme d'affaires. Je ne savais pas dans quoi, mais je savais que j'allais finalement avoir une carrière qui me prédestinait à entreprendre dans quelque chose. Et puis, même au lycée, cette volonté s'est concrétisée de plus en plus, mais je ne savais pas encore dans quel secteur. Je connaissais pas encore véritablement ma voie, ce qui veut dire que je me suis un petit peu laissée porter par mes études, par le salariat. Je me suis dit, bon, j'aspire quand même à être indépendante, libre. Donc, en tant que salariée, le seul et unique métier, en tout cas à ma connaissance à ce moment-là, c'était le métier de commercial. Ce qui veut dire que j'ai entrepris toutes mes études, donc du BTS jusqu'au master, dans le domaine commercial et marketing. Donc j'ai fait toutes mes études en alternance, j'ai eu des postes que à dominante commerciale, ce qui veut dire que j'ai toujours été en contact avec la clientèle, aussi bien B2B que B2C, et ça a renforcé cette idée de j'ai envie d'être en contact avec les gens. J'ai envie d'avoir cette relation de proximité avec des clients, avoir cet aspect service client, tu vois. Donc ça a vraiment ancré tout ça en moi. Par contre, ça a aussi renforcé cette notion de le salariat, c'est pas du tout possible. Okay. Donc voilà, je savais que j'allais pas finir ma vie dans le salariat, mais je me cherchais encore. Donc je me suis dit ok, quoi qu'il en soit, c'est de l'expérience, puisque j'estime qu'en tant que commercial, c'est quand même un métier dans lequel on a de multiples casquettes. Et ça m'a beaucoup servi jusqu'à aujourd'hui finalement, ne serait-ce que pour mon aisance aussi au niveau de ma communication, etc., ma présentation. Je sais que tout ça, ça m'a énormément aidée. En plus de cette notion business, commercial, etc., en parallèle, j'ai toujours été passionnée par le développement personnel. Donc depuis petite, j'ai été amenée à me développer très jeune par rapport à mon histoire.
Donc, surtout en lien avec ce que j'ai vécu avec ma maman, qui était malade quand j'étais petite. Donc, ça m'a vraiment poussée à chercher à comprendre l'humain, le mode de fonctionnement de l'humain. Pourquoi est-ce que parfois on peut avoir certains mal-être? Pourquoi est-ce que parfois on va pouvoir ressentir du stress, de l'anxiété? Vraiment tout ce qui va être santé physique et mentale. Donc, on va dire que j'ai commencé, moi, à me faire suivre et accompagner quand j'étais au collège, déjà. Donc, c'est quand même super jeune. J'avais C'est super tôt. 14-15 ans. Rien que d'avoir l'éveil de se dire, je vais me faire accompagner, je vais évoluer, je vais essayer d'apprendre encore plus. Moi, j'avoue, j'étais dans un autre monde à cette époque-là. Enfin, cette époque-là, c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai l'impression de parler comme une daronne. Quand même, en soi, le collège, ça remonte un petit peu. Mais j'avoue que ça n'a pas été nécessairement un choix en tant que tel. C'est plus la vie qui a fait que, finalement. Mais ça m'a énormément servi. Ce qui veut dire que très tôt, j'ai été dans une dynamique de chercher à me comprendre. Chercher à comprendre pourquoi est-ce que moi, je fonctionnais de cette façon-là. Et naturellement, ça m'a permis de mieux comprendre les autres aussi. Donc, c'est quelque chose que je faisais un petit peu instinctivement, intuitivement. Mais je m'étais jamais dit, OK, je vais en faire mon métier. Et c'est vraiment à partir de 2020 où là, j'ai commencé à me plonger d'autant plus dans le développement personnel. Donc, c'était à partir de la période Covid. Du coup, on était tous confinés à la maison. Donc, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à des vidéos YouTube, commencer à lire, consommer des formations, etc. Donc, c'était plus à titre personnel à ce moment-là. Et d'ailleurs, toi, comment tu as vécu cette période-là ? Est-ce que pour toi, ça a été un down ou justement un up qui t'a fait te rendre compte de ce que tu voulais ? Est-ce que c'était peut-être ça le déclic qui a fait que tu as arrêté le salariat ? Pour moi, ça a été vraiment le déclic qui m'a permis de sortir de plusieurs situations différentes. Déjà d'une, par rapport au salariat, ça a renforcé cette notion de « c'est pas du tout fait pour moi » et il n'y a pas cette stabilité. Et au-delà de ça, vu que moi je travaillais pour une grosse entreprise à ce moment-là, il y avait vraiment ce sentiment de « on n'est que des pions, on est là que pour faire du chiffre » puisque j'étais consultante à ce moment-là, donc commercial et recruteur. Et je me sentais pas du tout considérée. Donc ça a mis justement l'accent sur cet aspect-là. Et au-delà de ça... moment Covid, j'étais encore dans cette relation de 8 ans qui était très toxique. Et je peux le dire, le confinement finalement m'a sauvée, puisque c'est le moment où j'ai vraiment pris conscience qu'il était temps de sortir de cette relation, puisque je me développais de plus en plus. J'étais vraiment en train de conscientiser pas mal de choses. Pas toutes encore à ce moment-là, mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment renforcer le travail que j'étais en train de faire. Donc, fin confinement, je sors de cette relation, donc grosse libération pour moi, sauf que ça m'a laissé quand même un gros trauma, donc c'est quelque chose que je ne souhaite pas évoquer ni sur le podcast ni sur mes réseaux pour le moment, parce que c'est encore assez complexe pour moi, mais en tout cas, grosse libération à partir de 2020, sauf que contre-coup 2021. J'étais encore salariée à ce moment-là, sauf qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au travail. Et c'est cette goutte d'eau qui a fait que s'en est suivi une longue période de travail sur moi, d'introspection, de développement personnel, mais aussi gros moment de down, puisque c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais en dépression, finalement. Gros coup dur pour moi, puisque je l'ai vraiment vu comme un échec. Donc on aura peut-être potentiellement l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard dans le podcast. Mais c'est grâce à ça que j'ai réussi à prendre conscience aussi de mon potentiel, de qui je suis, et aussi cette volonté de vouloir véritablement aider les autres. Parce que c'est ce down-là qui m'a permis de me dire, ok, en fait, les gens ne peuvent pas vivre tout ça seul, puisque moi je l'ai quand même vachement vécu seule, cette période, donc ça a duré 2 ans à peu près. Donc je me suis dit, en fait, non, c'est pas possible, je me sentais obligée de me dire, ok, vas-y, accompagne un maximum de personnes, aide les gens à se révéler, aide les gens à briller et à montrer qu'ils sont capables de faire plein de belles choses. Et me voilà aujourd'hui, du coup, à avoir ces déclics d'être coach. Et ça fait maintenant 1 an que je le suis. Bah, félicitations, c'est trop beau. Et en plus, même moi, je t'ai vu évoluer dernièrement et vraiment prendre, je dirais, plus confiance en toi, rien qu'avec ce que tu as fait là sur les réseaux sociaux. On en reviendra plus tard. Et même vraiment te lancer, commencer à communiquer sur tes coachings, chose que tu faisais pas il y a encore quelques temps. Alors que même moi, je te disais, mais Nina, les échanges qu'on a, ils étaient tout le temps hyper intéressants, hyper pertinents. T'étais grave à l'écoute et en fait, t'avais ce truc où quand on parlait, tu me disais pas faut faire ça, faudrait que tu vois ça, mais tu me posais des questions et c'était vraiment un truc d'introspection et tu me laissais trouver la réponse sans me juger. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé j'ai de la chance de t'avoir comme amie, donc j'ai eu des coachings gratuits, on va dire.
Mais ouais, je t'ai vu évoluer et franchement, je suis trop fière et trop contente. Et du coup, aussi trop contente de te recevoir sur le podcast là. Et j'aimerais bien revenir justement sur cet épisode de down, du coup, de dépression. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Est-ce que c'est parce qu'au final, est-ce que tu penses que c'est le contre-coup de la relation que tu as réalisé plus tard? Est-ce qu'il y a cette partie salariat où tu n'en étais pas là où tu voulais? Est-ce qu'il y avait d'autres choses à côté? Et justement, je veux bien que tu nous expliques comment tu as traversé ça. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais moi, je sais que ça m'est jamais arrivé. J'ai eu des hauts, des bas, et je pense que tu pourrais aider beaucoup de personnes qui nous écoutent avec ce que tu as pu mettre en place. Et je te laisse la parole là-dessus parce que je pense que tu sauras mieux en dire que moi. Ok. Alors du coup, ce qui m'a amenée à tomber en dépression, c'est plutôt une accumulation de choses de mon enfance finalement jusque 2021, puisque comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, j'ai grandi en étant aux côtés d'une maman qui était malade, qui avait de gros problèmes de santé. Donc ce qui m'a poussée à avoir un rôle qui n'était pas nécessairement censé être le mien en tant qu'enfant, puisque j'ai été un gros soutien psychologique, émotionnel. J'ai porté quand même beaucoup de charges sur mes épaules en tant qu'enfant, ce qui veut dire que quand tu te construis autour de ça, naturellement, en fait, tu accumules pas mal de choses sur tes épaules en termes de poids. Et ce qui veut dire que le corps encaisse. Bien évidemment, la relation du coup de 8 ans très toxique que j'ai pu avoir est venue rajouter un très gros poids, puisque pendant cette relation, en fait, j'ai eu un trauma qui a été assez conséquent, qui m'a laissé en stress post-traumatique pendant des années. Donc, j'en ai pas été consciente tout de suite. Je savais qu'il y avait le trauma qui était là, mais cette notion de stress post-traumatique, même après la relation, j'ai eu le contre-coup, du coup, quasiment 1 an après, finalement, en être ressortie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps nous envoie souvent des signaux, nous fait souvent comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf qu'on a tendance à fermer les yeux dessus. Et moi, personnellement, pendant des années, j'ai plutôt été le genre de personne à être dans le déni quand il y avait quelque chose qui n'allait pas et à me dire « Ok, non, c'est bon, let's go, avance, continue, ferme les yeux limite sur le problème et tout va bien aller ». J'étais quelqu'un qui montrait très peu mes émotions. On me disait souvent « T'as un cœur de pierre, tu ressens rien, tu montres rien ». Sauf que c'est juste que je savais pas le montrer, je savais pas l'exprimer parce qu'on m'a pas appris à le faire non plus. Mais ce qui veut dire que je gardais tout pour moi. Donc encore une fois, pendant des années et des années, j'ai accumulé beaucoup de choses qui ont fini par sortir d'un seul coup, exploser à partir de juin 2021. Donc ça a été finalement la descente aux enfers, entre guillemets. Et à ce moment-là, mon corps a dit stop, tout simplement. Parce que j'avais voulu intérioriser beaucoup trop de choses. J'avais voulu passer à autre chose trop facilement, entre guillemets. Je continuais à me développer. Donc je prenais conscience qu'il y avait des choses à travailler, mais j'avais pas encore conscience de l'ampleur des dégâts qui avaient été commis sur les années précédentes. Donc quand mon corps m'a dit stop, là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, il va falloir qu'on se pose et qu'on prenne le temps de décortiquer ce qui s'est passé. Et quand il disait stop, tu ressentais quoi exactement? Alors, pendant cette période-là, sachant que au début, j'ai pas voulu accepter que j'étais en dépression. Donc, c'était le diagnostic du médecin, mais je voulais pas l'accepter. Donc, moi, je me disais, ok, bon, c'est ce qu'il me dit, mais c'est pas le cas. C'est juste que pour le moment, ça va pas trop. Mais en soi, les symptômes que je pouvais avoir, c'était que je dormais quasiment plus. Donc, énormément d'insomnie. J'étais constamment fatiguée, du coup, puisque je dormais très peu. Je faisais que pleurer. Donc, hyper émotive, mais à un point où tu me pinçais, je pleurais. Sauf que je me cachais beaucoup pour pleurer. Ce qui veut dire que je me suis énormément renfermée sur moi-même. Il y avait des périodes où je mangeais beaucoup, d'autres je mangeais quasiment pas, j'avais plus d'appétit. Donc au niveau du poids, je faisais le yo-yo. Je sentais que en termes de fatigue émotionnelle, on était sur quelque chose de très conséquent. Dans le sens où j'avais un brouillard mental de dingue, aucune clarté d'esprit, j'avais du mal à réfléchir, du mal à me concentrer. Et puis quand on entend cette phrase de personnes dire je pouvais plus me lever de mon lit, il faut savoir que quand tu es vraiment en dépression, c'est réel. Donc, j'étais arrivée à un stade où me lever le matin était juste un combat quotidien. Je savais plus comment m'y prendre pour vivre une journée normale, sauf que j'en avais vachement honte, donc il y avait beaucoup de choses que je cachais, bien évidemment. Il y avait certains de mes proches qui étaient au courant de cette période compliquée. Je le cachais d'autant plus à mes parents, donc je voulais pas qu'ils s'inquiètent ou quoi que ce soit. Donc, ce qui veut dire que quand je voyais mes parents, je faisais un petit peu mine de rien. Bon, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ils n'ont jamais été au courant de l'ampleur de la situation. Ah ouais, même tes parents. Encore aujourd'hui. Ouais. Ok.
encore Et aujourd'hui, tu n'en as pas parlé avec eux? Parce que même tu as commencé à développer tes réseaux sociaux. Je ne sais pas s'ils voient forcément ce que tu partages dessus. Non, ils ne me suivent pas sur les réseaux, donc ils savent que ça avance de mon côté. Ok. Ils savent que je développe mon projet, mais ils ne savent pas exactement comment. Ils n'ont pas conscience de l'ampleur aussi que mon compte Instagram a pu prendre en l'espace de quelques mois. Et ils n'ont pas conscience non plus de la difficulté de ces 2 dernières années. Puisque personnellement, je suis très pudique au niveau de ma relation avec mon père. Donc il y a beaucoup de sujets que j'aborde pas par pudeur. Avec ma mère, c'est différent, mais je la préserve beaucoup. Donc je sais très bien que, vu que je suis fille unique, je suis, on va dire, entre guillemets, son seul et unique bébé. Donc si je lui fais comprendre que ça va pas, et si je lui avais fait comprendre à quel point ça n'allait pas quand c'était vraiment très compliqué pour moi, je sais qu'elle se serait énormément inquiétée et j'avais pas envie de lui mettre cette charge sur les épaules. Donc j'ai préféré garder certaines choses pour moi, par pudeur, par honte aussi parfois, parce qu'il faut savoir que j'ai mis du temps à l'accepter. Et du coup, sur les 2 dernières années, on va dire que j'ai beaucoup travaillé sur ma personne seule, mais je me suis fait énormément accompagner par différents types de thérapeutes. J'ai testé plein de choses. Il faut savoir aussi que j'ai pris la décision de sortir de la dépression sans traitement. Donc ça, c'est un choix personnel. Je dis pas qu'il faut le faire, mais c'était ma décision à moi, pour des raisons qui me sont propres. Mais du coup, j'ai consulté psychologue, psychiatre, j'ai testé hypnothérapeute, sophrologue, kinésiologue, naturopathe, acupuncture, traitement médicamenteux mais naturel entre guillemets, pour essayer d'avoir les effets plus naturels sur la dépression. J'ai testé aussi tout ce qui va être soins énergétiques, magnétiseurs. J'ai vraiment testé, on va dire, un panel très large de thérapies qui ont été toutes d'une certaine façon bénéfiques pour me permettre d'en sortir. Donc chacune a mis sa pierre à l'édifice. Je peux pas dire qu'il y a une thérapie qui m'a plus aidée que les autres, sauf le coaching. Okay. Donc 2023, j'ai décidé de me faire accompagner par 2 coachs en parallèle qui avaient des spécificités différentes. Et c'est vraiment le coaching qui m'a permis de passer de la connaissance à la conscience sur beaucoup d'aspects de mon parcours. Donc, notamment par rapport à mon potentiel, par rapport à la notion d'acceptation aussi de ma dépression et de cette phase où j'étais un petit peu plus en repli sur moi, où j'étais pas assez dans l'action. Parce que moi, il faut savoir qu'à partir de 2020, j'avais déjà l'idée de mon projet. Donc la dépression arrivée en 2021, moi, je m'étais dit, ok, bon, c'est l'opportunité pour moi de développer mon projet maintenant que je sors du salariat. Sauf qu'il faut savoir que ça s'est pas du tout passé comme ça et qu'il y a eu un très gros retard de passage à l'action. Mais mon corps voulait pas en fait. Sauf que ça, je l'acceptais pas. Donc j'ai mis du temps avant d'accepter tout ça et c'est arrivé du coup courant 2023 grâce au coaching où j'ai pris conscience qu'il fallait y aller step by step en fait et qu'il fallait arrêter de vouloir forcer, arrêter de forcer mon corps alors que j'étais pas en capacité de, qu'en termes de besoins, je m'écoutais pas suffisamment non plus. Donc à partir du moment où j'ai intégré tout ça, les choses ont commencé à se transformer dans la matière. Donc j'ai commencé à coacher à partir de 2022, c'était encore une période un peu compliquée pour moi. J'avais du mal à me lancer vraiment aussi parce que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur où je me disais ok, je me sens pas assez légitime, je me sens pas assez bien non plus. Et moi j'avais cette croyance de il faut que moi je me sente suffisamment bien pour pouvoir bien aider les autres derrière, tu vois. Donc je savais à ce moment-là sur les coachings que je pouvais avoir que j'apportais du positif, j'aidais les gens que j'accompagnais et j'ai eu que des retours positifs, mais je sentais que j'étais pas encore à mon maximum en termes de potentiel. Donc j'ai continué à travailler sur moi un petit peu dans l'ombre aussi, donc c'est pour ça que j'exposais pas sur les réseaux que j'accompagnais vraiment. Donc j'ai eu pas mal de coaching grâce à du bouche à oreille, donc ça me permettait de pouvoir en vivre un petit peu, continuer à acquérir de l'expérience. Puis j'ai décidé aussi pour dégommer ce syndrome de l'imposteur, d'aller me former et de valider ma certification en tant que coach à l'Institut des neurosciences appliquées. Donc ça m'a beaucoup aidé à me revaloriser, me remettre un petit peu en lumière. Quand j'ai vu aussi toutes les personnes qui passaient cette certification, qui n'avaient pas nécessairement d'expérience, je me suis dit, ok, mine de rien, j'ai quand même une certaine expérience là aujourd'hui avec tous les coachings que je peux cumuler à ce jour, qui me permettent d'être suffisamment légitime en fin de compte, sachant que j'ai que des retours positifs aussi de toutes les personnes que j'accompagne. Donc pourquoi pas faire le grand saut et m'exposer clairement, l'annoncer officiellement que je coach, que j'accompagne, et puis aller de plus en plus loin, puisque j'ai des grands projets par rapport à tout ça. Et cette vision, je l'ai déjà depuis 2020, donc une vision qui me tient à cœur. Donc on y va step by step, tranquillement.
Mais tu vois, ce que je vois dans les personnes qui sont talentueuses, c'est qu'en général, elles ont toutes le syndrome de l'imposteur. Et c'est ça qui est super dur, c'est tu sais que tu as du potentiel, tu sais que tu veux faire des choses, tu sais là où tu veux aller, mais tu as toujours, enfin moi je l'ai énormément ce syndrome de l'imposteur et je me dis toujours, bah pourquoi moi comment je fais pour réussir à faire tout ça. Enfin, j'ai l'impression que cette réussite-là, c'est pas la mienne. Et ça a été aussi un grand travail pour moi. Et moi, j'ai été trop contente de te voir te lancer sur les réseaux sociaux, dire haut et fort que tu faisais du coaching. Alors que moi, j'ai ce truc où je sais que t'as pas besoin de diplôme pour réussir à faire certaines choses. Bien évidemment, dans certains domaines, oui. Enfin, je pense, je ferai pas confiance à un médecin qui n'a pas de diplôme et qui a pas fait des années d'études. Mais tu vois, dans le coaching ou dans même moi, ce que je fais avec la formation, pour moi, il faut avoir l'expérience et toi, dans ton domaine, l'écoute nécessaire. Et je sais que ton parcours t'a appris tout ça. Et justement, je me dis, mais pourquoi elle attend d'avoir son diplôme? Et je pense qu'aujourd'hui, t'as toutes les cartes entre tes mains pour justement pouvoir briller encore plus. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et franchement, je suis contente que tu aies pu partager ton histoire de dépression avec nous parce que je pense que ça va pouvoir inspirer des gens. C'est vrai que c'était une longue période et je pense que tu en tires énormément de choses aujourd'hui. Est-ce que justement il y a des outils que tu as mis en place ou en tout cas des trucs où tu as... Enfin, tu vois, je pense que ça a clairement changé ta vie et je pense que c'est une période que tu reconnaîtras peut-être pas à ce point-là parce que dans la vie, on a toujours des hauts et des bas et c'est comme ça que la nature elle est faite. Moi, je me dis toujours, je sais que quand j'ai un down, ça veut dire que j'aurai un haut encore plus haut et je suis trop heureuse de pouvoir vivre des moments de down parce que sinon, la vie, elle serait, je pense, vraiment bourrine. Boring, pardon. L'anglais qui part. Mais ouais, si tu avais des actions concrètes que, alors pas forcément quelqu'un qui est en dépression aujourd'hui, mais qui se sent pas bien dans sa peau, ou peut-être pas bien dans sa vie, qui est pas heureux ou heureuse, qui a pas vraiment confiance en soi pour accomplir justement des choses ou peut-être juste s'en sortir, tu vois, voir le bout du tunnel. Parce que je sais que post-Covid, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se retrouver, et ce qui est normal parce que c'est une période que personne n'a connue dans l'histoire. Et ouais, est-ce que tu aurais des conseils vraiment pratiques à mettre en place dès demain ou en tout cas dans un premier temps, je dirais que c'est hyper important de s'écouter, de chercher à comprendre ce qui se passe au plus profond de soi, de comprendre pourquoi est-ce que ça va pas. Et je sais que moi, ce qui a fait que j'ai tardé au niveau de mon processus de guérison par rapport à ma dépression, c'est le manque d'acceptation. C'est que j'étais consciente de ce qui n'allait pas et du pourquoi j'en étais venue là, mais j'acceptais pas. Et l'acceptation, c'est vraiment l'étape clé, à mon sens, pour pouvoir passer au-delà de la difficulté. Se dire, ok, je dois accepter que je passe par cette phase-là pour pouvoir rebondir derrière. Et que ce soit en coaching ou même autour de moi, beaucoup de personnes n'acceptent pas finalement leur down, beaucoup de personnes n'acceptent pas de rencontrer des périodes compliquées, alors que finalement c'est dans ces périodes-là qu'on peut en apprendre le plus sur nous, qu'on peut en apprendre le plus sur la vie, qu'on peut en apprendre le plus sur notre entourage, sur ce qu'on a à travailler finalement dans le concret, puisque j'estime que aujourd'hui, c'est plus dans les échecs ou dans les moments compliqués que tu pourras considérablement évoluer, puisque c'est dans ces moments-là que, si tu te questionnes bien, en tout cas, tu cherches l'amélioration concrète. Tu cherches à mettre des choses en place, tu cherches l'évolution, tu cherches à briller davantage. Alors que quand tu es dans la réussite, naturellement, tu es un petit peu plus dans, je dirais pas ta zone de confort, mais tu te reposes plus facilement sur tes lauriers parce que tout se passe bien, tout est beau, tout est rose. Donc, tu es moins dans cette démarche de « je veux vraiment évoluer ». Alors que quand ça va pas, en général, on cherche une solution pour que ça aille mieux. Donc, je dirais, pour toutes les personnes qui sont pas bien aujourd'hui, que ce soit un gros ou un petit down, tout simplement, c'est déjà de s'écouter, de chercher à comprendre ce qui va pas. Donc, faire comme un audit un petit peu de leur situation actuelle. C'est ce que je dis à mes coachés. Déjà, de comprendre ce qu'il en est là dans l'instant. Analyser la situation. Une fois que tu as fait cette analyse, l'idée, c'est d'accepter que cette situation, elle est telle qu'elle est. Une fois qu'il y a eu l'acceptation, eh bien là, c'est d'ajuster. Donc moi, c'est une méthode que j'écris un petit peu pour mes accompagnements, la méthode des 6A, pour que ce soit plus simple pour moi à retenir et pour les coacher aussi. Donc une fois que tu as passé l'étape de l'acceptation, eh bien c'est d'ajuster. C'est de te dire, ok, sur quoi est-ce que je peux avoir du contrôle aujourd'hui? Sur quoi est-ce que moi, je peux intervenir? Concrètement, qu'est-ce qui est à ma portée pour pouvoir trouver une solution
à cette situation-là. Donc, ça peut être monter en compétence, ça peut être avoir des ressources supplémentaires, ça peut être faire appel à un spécialiste, potentiellement dans certains cas, se faire accompagner, suivre une thérapie, ça peut être juste en parler parfois, mais c'est de se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir aller mieux ? Une fois qu'on a trouvé un petit peu ce qui est bon pour nous, c'est de se dire, très bien, maintenant que j'ai le plan d'action, je passe à l'action. Et au moins être dans ce 1% chaque jour, en fait. Parce que beaucoup ont ce sentiment de « ça va pas, il faut que je fasse tout pour aller mieux », mais j'ai un peu cette impression ou cette croyance que je vais claquer des doigts, tout ira mieux. Mais ça se passe pas comme ça, en fait. C'est laisser le temps aussi s'ancrer dans le process et se dire très bien, c'est peut-être pas du jour au lendemain en claquant des doigts que ça ira mieux, tu vois. Et il y a des gens qui sont trop pressés quand ça va pas. Et ça a été mon cas aussi. C'était une grosse erreur, donc ne la faites pas. Ça a rallongé finalement la période. Complètement, ça a rallongé la période et ça a retardé mon passage à l'action concrète par rapport à ce qui était important pour moi. Donc vraiment, être dans cette notion de je fais un petit peu par un petit peu et je cherche pas à tout faire d'un coup, à révolutionner le monde d'un seul coup, à changer toute ma situation d'un seul coup, mais vraiment de prioriser, d'y aller step by step, tranquillement, sans se mettre de pression en fait, d'être dans une dynamique d'alignement. L'alignement, c'est quelque chose dont je parle tout le temps, alors que ce soit auprès de mes amis, mes proches, mes coachés, etc. Pour moi, l'alignement, c'est vraiment être en cohérence entre qui je suis, ce que je veux, ce que je fais. Et là, ce que j'expose là, vraiment, si toutes les personnes qui nous écoutent le comprennent, c'est juste une clé incroyable pour la suite de la révolution. Parce que plus tu vas être en cohérence entre qui tu es et ce que tu veux, plus il y aura de symbiose et tu vas embrasser ton process. Plus il y aura de cohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais, plus les choses pourront se concrétiser dans la matière. Beaucoup veulent atteindre certains objectifs qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec qui ils sont dans l'instant ou qui ils veulent devenir et ne suivent pas aussi en termes d'action, tu vois. Donc c'est simplement de réussir à être en cohérence entre qui je suis, ce que je veux, ce que je fais constamment. Peu importe la phase dans laquelle tu vas être, que tu sois bien ou moins bien. Et d'ailleurs, je reviendrai un petit peu sur cette notion d'être bien ou moins bien et comprendre un petit peu dans quelle phase on se trouve, parce que ça, c'est hyper important et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais voilà, je dirais analyse, acceptation, on est deuxième, ajustement, alignement, action. Action, alignement. Ah, il en manque un. Il en manque un. Attends, j'en ai loupé un. Mais je me permets juste de rebondir sur l'alignement parce que, tu vois, c'est un terme que j'avais jamais entendu avant que je me lance dans le business je pense, ça fait 2-3 ans. Et j'avais jamais posé les mots dessus. Et tu vois, je me disais, non, je suis pas alignée avec ça. Oui, je suis alignée avec ça. Mais j'étais jamais allée plus loin dans la réflexion de me dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être alignée. Et justement, je trouve ça hyper pertinent ce que tu as dit, de se dire, on va attendre et il faut que ça colle avec l'alignement qu'on veut. Et je fais juste le petit parallèle avec le business où moi, je sais que je vois des gens qui veulent gagner 3 000, 10 000 euros ou même encore plus au bout de 1 mois, 2 semaines. Enfin, tu vois, genre, c'est des chiffres totalement désillusoires. Et oui, ça existe. Il y a des personnes qui arrivent à le faire, mais un nombre infime. Et justement, les gens n'ont pas cette patience de dire je vais faire les choses petit à petit pour justement arriver à quelque chose de stable et de long terme. Et je pense que toi, tu l'as vécu à vouloir aller trop vite. Au final, ça a repoussé tout le processus et tout le cheminement. Alors que si tu avais pris step by step, tu vois, moi, je vois tout en mode je pose des petites briques et je construis quelque chose de durable. Et que ce soit dans le personnel ou dans le pro, je vois que ça m'aide énormément. Et du coup, j'ai trop aimé voir ce parallèle. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais des explications, moi, je vois le parallèle en termes de business. Tu vois, je suis pas encore, je pense, assez poussée, et c'est pas non plus ce que je recherche dans le développement perso. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, moi, je fais comme ça dans le business. En fait, tout se rejoint finalement. Et tout ce que tu acquiers comme compétences au niveau du dev perso, c'est quelque chose que tu peux transposer après, derrière, sur ton business. Et tu donnais l'exemple de je pose brique après brique pour construire quelque chose de durable. Et il y a un exemple, une illustration en tout cas que je donne tout le temps à chaque personne que j'accompagne, c'est cette idée de fondation. C'est qu'aujourd'hui, peu importe ton projet, alors que ce soit même dans la vraie vie, t'achètes un terrain, tu veux faire construire quelque chose, que ce soit une maison ou un building, il n'y a pas de bon ou moins bon. C'est juste des projets qui sont complètement différents. Mais la première étape,
peu importe le projet, ça va être l'étape des fondations. Plus tu auras des fondations stables, plus ce que tu vas construire derrière, ce sera stable aussi. Et que ce soit pour une maison ou un building, par contre, il y en a certains qui veulent construire un building donc de 90 étages, admettons, et bien ce building, tu vas pas le construire sur les mêmes fondations que celles d'une maison, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en cohérence avec ce que tu veux aussi pour pouvoir poser les bonnes actions derrière. Parce que si tu veux construire quelque chose de très grand, il faut que tes fondations soient d'autant plus stables derrière. Donc il y en a beaucoup qui se précipitent et qui vont à la course aux informations, aux actions, chercher à poser brique après brique, mais trop rapidement, et qui négligent finalement les premières étapes qui sont hyper importantes, que ce soit dans le business ou que ce soit dans la vraie vie. Finalement, les fondations, elles sont primordiales. Et je fais le parallèle du coup avec ce que tu as dit, cette notion de brique et de fondation qui pour moi me parle beaucoup. Mais vraiment, pour toutes les personnes qui écoutent, pensez aux fondations. Les fondations, c'est la base de tout. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vois, je le vois, moi, dans ma société, justement, je me dis, j'ai tellement bien mis les fondations que ça fait 2 ans et demi que c'est comme ça et ça va encore durer. Et je pense qu'on pourrait faire rentrer plus d'élèves, mais je me dis, non, j'ai envie de faire les choses bien et dans la durée. Et justement, pour revenir aussi à ce qu'on disait, je trouve que quand tu travailles sur toi et que tu évolues, que justement tu essaies de te développer personnellement, d'évoluer, il y a toujours ce parallèle avec le business où, je pense que le principal, la chose principale à faire, c'est d'abord évoluer soi et se renseigner surtout, se comprendre, savoir ce qu'on veut, sa vision, être aligné justement avec toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Et rien que de faire ça, si on n'a pas de business, on va forcément trouver ce qu'on veut faire. Et si on a déjà un business, le business, il va évoluer aussi en même temps. Et je pense que ça a été du coup le cas avec toi aussi, où quand tout était ouvert, quand tout était aligné, tu t'es vraiment dit vas-y, let's go, je me lance. Enfin, tu t'étais déjà lancé, mais tu l'avais pas crié au monde, entre guillemets. Pas officiellement. Et j'ai l'impression que, tu sais, dans nos discussions, tu me disais toujours, je sais que j'ai le potentiel, je sais ce que je veux faire, je sais que j'en suis capable. Et justement, je voulais revenir là-dessus et te demander, ça a été quoi vraiment le déclic qui a fait que tu t'es dit, vas-y, ça y est, je vais faire les choses, parce que tu savais que tu avais ce potentiel, mais tu sais, tu faisais pas ces premières actions pour en parler au monde. Et justement, que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui a été le déclic pour te lancer sur les réseaux sociaux, communiquer sur ce que tu fais, partager au monde ton histoire, parce que c'est quand même hyper intime et dur de... Enfin, tu vois, même moi, quand je raconte mon histoire, mon hospitalisation et tout, j'en ai les larmes aux yeux. Et je sais à quel point c'est dur de raconter des choses intimes comme ça et que, bien évidemment, il y a des choses que tu veux pas partager. Je comprends totalement parce que c'est ta vie et c'est ce qui t'est arrivé. Et t'en parleras un jour si t'es à l'aise avec ça. Et si tu veux apporter aussi, je pense, ton expérience par rapport à ça. Mais ouais, ça a été quoi le truc qui a fait que tu t'es lancée et que... tu nous as époustouflés sur les réseaux sociaux. Ouais. Wonder Nina. C'est vrai c'est très bien choisi d'ailleurs. Un gros boom sur les réseaux, mais en fait, tout simplement parce que j'ai refait un focus sur moi, parce que je savais ce que je voulais, effectivement, mais ça manquait d'alignement avec qui j'étais. Du moins, dans le sens où j'étais pas encore en accord avec mes besoins à ce moment-là. Et je te parlais tout à l'heure, du coup, de la compréhension du cycle dans lequel on est. Du moins la phase dans laquelle on est. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques mois, en 2023, grâce à ma coach. Et ça a été révolutionnaire pour moi et c'est ce qui m'a créé beaucoup de déclics finalement. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un cycle qu'on appelle le modèle d'Hudson, le cycle d'Hudson, qui nous permet de comprendre un petit peu le niveau d'énergie dans lequel on se trouve et les besoins liés à ce niveau d'énergie et par conséquent les actions qui peuvent être posées en fonction de ce niveau d'énergie. Donc c'est tout simple, en fait, il y a 4 phases. La première phase, ça va être la phase de lancement, donc dans laquelle l'énergie elle va être haute et positive. Et c'est la phase dans laquelle justement tu peux lancer un projet, tu peux commencer une relation, démarrer une relation, tu peux commencer un nouveau travail dans le salariat ou en tant que freelance ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment la phase dans laquelle tu te sens bien, t'es épanoui, t'es dans une bonne énergie, t'es motivé, tu sens qu'on y va, on fonce. On regarde pas en arrière, on réfléchit pas tant que ça, on sait où on va et on y va. La deuxième phase, ça va être la phase de déclin. C'est la phase dans laquelle l'énergie, elle est toujours haute, mais négative. Et dans cette phase-là,
on rencontre de plus en plus de problèmes finalement. C'est la phase dans laquelle on sent qu'il va y avoir des embûches sur notre chemin, des difficultés. Par exemple, si on prend le parallèle avec la relation, c'est le moment où dans la relation on commence à avoir de plus en plus de prise de tête avec notre partenaire, parce que c'est plus tout beau tout rose comme au début. Mais voilà, on rencontre des difficultés. Il y a possibilité quand tu es en phase 2 de repartir en phase 1 et de repartir dans une bonne énergie. Sauf que parfois, tu n'y arrives pas, tu trouves pas toujours les bonnes solutions au bon moment, ou tu n'as pas été à l'écoute aussi des signaux que ton corps a pu t'envoyer, ou X ou Y. Du coup, tu passes en phase 3, qui est la phase de marasme. Dans cette phase-là, tu vas être en énergie basse et négative. Cette phase-là, c'est la phase dans laquelle la plupart des personnes qui sont en down sont, parce que c'est une énergie où une énergie en général, tu as besoin de te replier sur toi. Tu es dans une phase où tes besoins, c'est de prendre soin de toi, c'est de t'écouter, comprendre ce qui va pas, être vraiment dans cette notion de je cherche à être plus dans la réflexion plutôt que l'action. Et sauf qu'en général, quand on est dans cette phase-là, on l'accepte pas et on veut tout de suite repartir en phase 1. Sauf que la phase 1, elle est à l'opposé de la phase 3. Donc, pour pouvoir repartir en phase 1, il faut déjà accepter d'être en phase 3, répondre aux besoins liés à cette phase-là, pour repartir en phase 4, qui elle est la phase de renouveau où on va planifier le passage à l'action, pour après repasser à l'action. Et du coup, ce qui m'a permis d'avoir le déclic et me lancer officiellement, c'est d'accepter que j'étais dans cette phase-là. D'accepter que j'étais en phase 3, accepter que mes besoins dans l'instant n'étaient pas de passer à l'action, mais plutôt de me faire du bien. D'être dans cette écoute de mon corps, de mes besoins personnels, de mes besoins aussi en termes émotionnels, de pouvoir extérioriser, de pouvoir être plus dans l'amour vis-à-vis de moi. J'ai eu cette phase-là, du coup, je me suis privilégiée, je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher. J'ai vraiment fait en sorte de prendre soin de mon énergie et de ma personne. Et grâce à ça, derrière, j'ai pu mettre les bonnes actions pour passer en phase de renouveau, qui derrière m'ont permis de passer en phase de lancement, où je me suis lancée du coup sur les réseaux et où j'étais dans la bonne énergie pour pouvoir le faire. L'idée, c'est de mettre de la conscience sur l'énergie dans laquelle tu te trouves. J'ai réussi à prendre conscience que l'énergie dans laquelle j'étais n'était pas la bonne pour passer à l'action, me lancer malgré tout ce qu'on pouvait me dire autour de moi. Et quand j'ai accepté ça, j'ai posé les actions en cohérence, du coup alignées avec mes besoins, pour pouvoir derrière après passer à l'action concrètement. Et okay. ça aide. Ah, je connaissais pas du tout, tu vois, ce cheminement-là. Et pendant que tu étais en train d'expliquer, j'ai essayé de me dire, où est-ce que moi j'en étais, par quel cycle je suis passée. Et tu vois, je le vois quand tu veux lancer un nouveau projet, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, tu es motivé, tu pars à fond les ballons, tu payes ton coaching, tu payes ta formation ou tu lances même des trucs. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de down parce que forcément, dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours tout rose. Et il y a plein de problématiques et je pense qu'on en est tous confrontés. Et même les plus grands qui ont des grosses boîtes valorisées, etc., ils ont des milliers de problèmes quotidiens. Et je pense qu'on s'en rend pas compte non plus. Et c'est vrai que maintenant, je suis en train de bien visualiser ce cheminement et franchement, trop cool que tu nous partages ça comme ça. Et je sais que, tu vois, de te connaître, t'es quelqu'un de très réservé quand même. Et je me dis, comment t'as vécu cette évolution et cette visibilité au final sur les réseaux sociaux? Parce que tu partages beaucoup de choses. Comment tu t'es sentie? Comment t'as mis même tout ça en place? Est-ce que... je veux bien que tu nous dises ton ressenti par rapport à ça. Ouais, alors c'est vrai que je suis très réservée de nature. Je suis pas la plus sociable qui soit. Même si moi, je préfère dire socialement sélective. Je choisis les personnes avec qui j'ai décidé d'être sociable. Mais c'est vrai que de nature, je suis plutôt introvertie. Donc, je suis pas quelqu'un qui cherche à être le centre de l'attention. Je me ressource plutôt en me renfermant sur moi-même, sans forcément m'exposer. Et surtout quand ça va pas, par exemple, je suis dans ma petite bulle, dans mon cocon. Je suis très cocooning, justement. Je sors pas énormément, etc. Donc là, en fait, il y avait aussi cette notion de croyance de... je dois accepter d'être visible dans le monde et c'est ok d'être visible et ça va quand même en cohérence avec ma paix intérieure. Donc j'ai vachement travaillé là-dessus, de me dire c'est pas parce que je suis visible sur les réseaux que ça veut forcément dire que je vais laisser des milliers de personnes rentrer dans ma vie. Donc ça c'est important, même si effectivement je ne pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement avec autant d'engouement sur mon compte. Donc, j'en suis très reconnaissante aujourd'hui. Maintenant, il y a beaucoup de travail derrière, effectivement. Mais sur le coup, même si je savais, j'étais convaincue au plus profond de moi que j'allais y arriver, que ça allait marcher,
je ne pensais pas aussi vite. Donc, j'ai reçu une quantité de messages juste incroyable. Et j'avoue que cette vague de messages, par contre, je ne l'ai pas super bien vécue au début. Ok. C'est encore parfois un petit peu compliqué aujourd'hui parce que ce qu'il faut savoir dans la vie personnelle aussi, je suis pas très message de base. Déjà, quand je me retrouve avec 5 messages, je suis en panique totale parce que je me sens étouffée. Alors avec des centaines de messages par jour sur Instagram, il y a eu un moment où j'avoue, j'ai eu besoin de prendre du recul. J'ai eu besoin de me couper un petit peu et me dire, ok, comment est-ce que tu gères la situation ? Prends le temps d'accepter ce qui est en train de se passer aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vu que je ne pensais pas que mon compte allait exploser aussi vite, au début, j'ai décidé de me couper un petit peu de l'engouement qu'il y avait, dans le sens où je me disais, ok, c'est bien, c'est cool, prends pas ça pour acquis, et ne laisse pas tes émotions dépendre aussi de cette évolution. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent justement leur évolution à cœur, dans le sens où toute leur vie, qu'elle soit perso ou pro, va tourner autour ouais, de tu regardes tous les l'évolution. likes, tu regardes le nombre d'abonnés. C'est Et au ça. final, c'est trop genre les métriques, tu vis plus. C'est traître et ça peut être hyper anxiogène, je trouve. Donc j'ai vraiment fait en sorte de me couper de ça, dans le sens où je me suis dit, ok, que ça monte ou que ça monte pas, c'est pas grave, c'est ok. Ça ne vient pas entraver la personne que je suis. Ce n'est pas un nombre d'abonnés aussi qui va déterminer ma valeur. C'est pas parce que j'ai 1000 abonnés ou 100 000 abonnés que je suis une meilleure personne. Dans le concret, je sais qui je suis. Et c'est pas un nombre d'abonnés qui va venir déterminer ma valeur, qui je suis, ce que je vaux, etc. Donc j'ai vraiment essayé de dissocier qui je suis et les résultats que j'avais sur Instagram ou même résultats financiers, etc. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé à le gérer. Par contre, c'est plus en termes de messages où là, je me suis sentie dépassée. Mais concrètement, voilà, j'ai essayé de prendre beaucoup de recul, de me dire, c'est ok, tu fais de ton mieux, tu gères la chose comme tu peux, parce que je suis seule à gérer mon compte. J'ai pas de community manager, j'ai pas d'assistante ou quoi que ce soit. Donc je m'étais retrouvée toute seule à gérer des centaines de messages, sachant que bah voilà, moi j'ai un compte autour du dev perso, donc beaucoup de personnes m'envoient aussi des messages pour me raconter leurs problèmes, ce qui peut être hyper anxiogène parfois parce qu'on t'envoie beaucoup de négativité. C'est pas forcément voulu de leur part d'envoyer de la négativité, mais c'est le cas. Bah, c'est qu'ils te font confiance et qu'ils savent que justement tu peux les aider. C'est ça. Mais du coup, j'ai essayé de me couper au maximum, de me protéger en fait, de me mettre un petit peu dans ma bulle et d'être toujours dans le respect de mes besoins. Ce qui veut dire que les moments où je sens que ça me dépasse un petit peu, qu'il y a trop de messages ou trop de choses à gérer sur mon compte, j'hésite pas à faire un pas en arrière pour en refaire 10 en avant. Moi, je suis plutôt de cet avis-là. Après, peut-être que des personnes auront un avis complètement différent. Mais je sais que j'ai trop longtemps négligé mes besoins et je sais que ça m'a porté préjudice à plusieurs reprises dans ma vie. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans cette dynamique de respecter mes besoins et d'agir en conséquence par rapport à tout ça. Ok, je trouve ça super bien justement le recul que tu as pris parce que moi j'ai évolué, je pense que c'était à partir de 2015, j'étais entourée de créatrices de contenu et en fait leur vie c'était simplement de poster, de regarder les likes, de regarder le nombre d'abonnés parce que forcément leur rémunération en était liée et je me suis toujours dit j'ai pas envie d'avoir ce truc de les vanity metrics au final, je me suis dit je veux pas que mon humeur ou comment je suis et mes valeurs, la personne que je suis dépendent de toutes ces datas-là. Et je pense que même ça va encore plus loin dans le sens où aujourd'hui, après tu me diras si je me trompe, mais toi comme moi, on a une vision vraiment long terme où on veut réellement avoir un impact. Et en fait, cet impact-là, on va pas l'avoir en nombre d'abonnés ou en engagement ou le reste des choses. C'est plutôt par toutes les valeurs que tu vas véhiculer et les gens que tu vas pouvoir aider. Et justement, je trouve ça cool que tu te sois recentré sur l'essentiel. Et justement, moi, ça me fait trop rire parce que moi, tu sais que j'ai pas vu que tu as explosé. Moi, je voyais tous tes contenus, je commentais « Oui, Nina, oui, j'ai l'impression !» J'étais la fan. Et après, c'était quand on avait vu ça, elle a dit « Oh, Nina, t'augmentes !» Et j'étais en mode « Ah bon ?» Et après, j'ai vu, j'étais en mode « Mais je suis tellement fière. » Et en plus, le contenu que tu partages, t'apporte tellement de choses aux gens. Donc, je trouve ça incroyable. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à prendre confiance en toi pour te montrer sur les réseaux sociaux ? Parce qu'il y en a plein qui ont peur. Tu vois, tu peux ne pas t'aimer visuellement. Moi, je sais que c'est un travail de me dire vas-y, j'aime pas un tel profil, mais c'est pas grave, tant pis, il va quand même falloir que je le laisse aller. Des fois, je
je m'améliore constamment dans ma posture, dans ma manière de parler et j'ai jamais été parfaite au début et j'ai accepté justement d'être imparfaite pour me lancer. Mais tu vois, je vois encore plein de gens qui ont besoin de libérer leurs paroles, d'aider des gens, de trouver des clients pour les coachings. Et toi, justement, comment t'as fait pour avoir confiance en toi, pour oser publier, enfin juste cliquer, tu sais, sur ce premier post ou venir ici en studio tourner? Alors, je vais pas dire que ça a été facile, parce que ça ne l'a pas été du tout. Je te pose la question parce que je sais. Clairement, ça a été une grosse sortie de zone de confort pour moi, parce que malgré tout le travail que je peux réaliser sur moi-même depuis des années déjà maintenant, voilà, ma confiance, elle n'est pas toujours à son maximum non plus. J'ai quand même encore quelques petites failles, j'ai des défauts aussi. Voilà, enfin, je reste humaine, quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que je suis pas arrivée sur les réseaux avec une confiance ultime en moi-même, surtout d'un point de vue physique finalement, parce que se voir en vidéo, c'est pas la chose la plus simple qui soit. Mais je me suis dit, à un moment donné, il faut se lancer. Il faut y aller. Et puis, j'avais mon chéri aussi en parallèle qui me disait, mais en fait, t'es égoïste parce que tu montres pas au monde de quoi t'es capable et tu peux apporter beaucoup de choses aux gens et tu le fais pas juste parce que t'as peur de ton reflet en vidéo ou en photo ou quoi que ce soit, alors que finalement, ce qui compte, c'est le fond du message. Et du coup, j'ai vraiment mis le focus là-dessus et je me suis dit, quoi qu'il en soit, et ça c'est une phrase que je répète tout le temps et c'est un mantra pour moi, là où tu mets ton focus, tu iras. Si tu mets ton focus sur la solution, tu trouveras une solution. Si tu mets ton focus sur le problème, tu resteras dans le problème. Et je me suis dit, ok, là, le problème, c'est que j'ai pas suffisamment confiance en moi pour me lancer. Mais si je reste bloquée là-dessus, il se passera rien, en fait. Sauf que la confiance en soi, elle vient aussi de par l'action, de par ce que tu mets en place de concret pour avoir du résultat. Et si je m'étais jamais lancée parce que j'avais attendu d'avoir confiance en moi, j'aurais jamais les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est les résultats que j'ai aujourd'hui aussi qui viennent enrichir cette confiance que je peux avoir en moi-même. Donc, ça a été de me bousculer, de me dire, ok, maintenant les résultats, tu vas aller les chercher en sortant de ta zone de confort, en fait. Tout simplement. Je suis trop d'accord avec toi. Pour moi, la confiance en soi ou dans tout ce qu'on fait, ça vient des actions. Enfin, c'est en faisant les actions que tu prends confiance en toi. Moi, je le vois dans l'entrepreneuriat. Bah ouais, je me suis donné un gros coup de pied au cul. Et finalement, c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est en faisant que maintenant, je sais que je suis capable de résoudre des problèmes, que je suis capable de rebondir et d'aller... Enfin, d'évoluer, parce qu'au final, tu disais tout à l'heure, de l'échec, on apprend, et des moments down aussi, on apprend. Et en parlant de lancement, je voulais qu'on parle du perfectionnisme. Oh. Et je pense qu'on va pouvoir parler de plein de choses, mais j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui peut bloquer les gens pour se lancer? Et je me suis dit, Nina, perfectionnisme. Ouais. Et je sais qu'on en a beaucoup parlé et que tu as ce truc de... Et je pense que, enfin même moi, tu vois, je le suis comme ça, j'ai envie que tout soit beau. Et à un moment donné, j'ai lâché prise tout simplement pour me lancer. Et je voulais savoir, toi, justement, comment tu fais pour pas que ton perfectionnisme te bloque dans ton contenu sur les réseaux sociaux, dans tes coachings, dans tu vois, ce que tu crées au quotidien au final. Alors, il y a cette phrase bateau qui dit que la perfection n'existe pas. Maintenant, quand on est quelqu'un de très perfectionniste, c'est compliqué de se dire oui, la perfection n'existe pas, donc c'est ok, je lâche prise. C'est plus compliqué que ça. Concrètement, maintenant, l'idée, c'est de se dire ok, je peux garder une part de ce perfectionnisme, pardon, dans la mesure où ça reste 20% de mon 80-20. Donc 20% de mon énergie sera sur cette notion de perfectionnisme, mais par contre tout le reste, il faut que ça prenne plus de place, et pas l'inverse. Pas que mon perfectionnisme vienne prendre 80% de la place, tu vois. Donc j'ai essayé vraiment d'être dans cette notion-là. J'ai accepté aussi cette partie de moi. Alors il y en a beaucoup qui disent le perfectionnisme c'est un défaut. Maintenant j'ai essayé de faire en sorte que ce soit une qualité. De me dire comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit smart pour moi d'être perfectionniste. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit une qualité finalement. Comment je peux le mettre à profit de mon activité, de ce que je crée, etc. Et je l'ai aussi beaucoup vu avec un de mes coachs qui m'a permis de mettre en lumière certains aspects de tout ça. Et justement parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché d'être perfectionniste. Sauf que moi, je l'ai jamais vu comme un défaut.
personnellement. Ok. Oui, tu sais que j'étais en train de réfléchir quand j'ai fait des entretiens pour des stages ou des jobs. À chaque fois, quand on te demandait, tu sais, c'est quoi ton défaut? Bah, je disais toujours perfectionniste parce que je savais que c'était un défaut, mais à la fois une qualité, tu vois. Et du coup, je le plaçais en défaut parce que je savais qu'on allait me dire, oui, mais du coup, bah, comment, enfin, tu gères au quotidien, etc. Et je me disais, bah, du coup, je suis perfectionniste, donc je fais les choses bien, mais des fois, nanana. Bah, c'est vrai que, ayant été recruteur, parce que quand j'étais consultante, du coup, j'étais commerciale et Tu recruteur. les as enlevés les profils comme moi ou tu les gardais? Alors, l'idée, c'est de creuser, parce que justement, quelqu'un qui va dire perfectionniste va le dire dans la même optique que qu'est-ce que tu as dit. Donc, en général, on va faire en sorte que la personne dise autre chose que ça. Parce que c'est vrai qu'il y a du positif à être perfectionniste, que ça veut dire qu'on est minutieuse, qu'on cherche à être dans le détail et faire les choses bien. Maintenant, encore une fois, l'idée, c'est d'être dans cet équilibre et que ça ne vienne pas entraver le travail qu'on a à faire. L'idée, c'est de lâcher prise sur cette notion de quoi qu'il en soit, ce sera jamais assez parfait par rapport à cette vision que je peux avoir. Au-delà de ça, une fois, on m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'était en 2022. Quelqu'un m'a dit si d'ici quelques années, tu n'as pas honte de tes premiers contenus, ça veut dire que tu t'es lancé trop tard. Oh, c'est hyper fort ça. Ouais. Tu vois qui c'est Los Leblanc? Oh non, Nina! Non. Los Leblanc, c'est la personne qui m'a inspirée à partir à Bali, qui a dicté toute la vision que j'avais quand je me suis lancée. Et en fait, lui, il est vidéaste, créateur de contenu maintenant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il vend une formation pour aider les personnes à devenir créateurs de contenu. Et justement, il montre les premiers contenus qu'il a créés. Et tu le vois, il est tout droit comme ça. Genre, il est trop stressé. Il travaille dans un truc corporate. Et c'est pareil, j'ai vu ça pour Alex Hormozy. Et même moi, quand je regarde mes propres vidéos, mais la honte. Ouais. Et du coup, c'est vrai que lui, il dit toujours, j'ai commencé comme ça. Et même moi, je me dis, j'ai commencé avec un iPhone, j'avais même pas de micro. Même quand j'ai lancé ce podcast-là, j'avais même pas de micro professionnel. J'avais rien, rien, rien. Et je trouve ça trop fort, cette phrase, tu vois. Et ça, c'est resté gravé en moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je le transpose à d'autres choses. Et je me dis, mais en fait, si j'attends que ce soit parfait, ça veut dire que j'ai trop attendu. J'ai trop repoussé le moment. Donc, je vais faire en sorte que ce soit quali, parce que c'est ce qui me parle et je suis comme ça. Et j'ai besoin quand même, quoi qu'il en soit, que ce soit minimum qualitatif et pas bâcler les choses. Mais je vais lâcher prise sur cette notion de il faut que j'attende que ce soit parfait pour le faire. Parce que sinon, ça voudrait dire que j'ai attendu trop longtemps. Et c'est vrai que quand je retourne sur mon feed et que je vais sur les tout premiers réels que j'ai faits, ouais, je me dis, comparé à ceux que je fais maintenant, ils sont pas du tout aussi quali que ça. Mais c'est ok parce que ça veut dire que j'ai quand même tenté et que je suis passée à l'action et au moins j'ai essayé en fait et je réajuste petit à petit. Et au-delà de ça, pour aller vraiment encore plus en profondeur, la question qu'on peut se poser aussi, c'est de se dire à quel moment j'ai fait quelque chose qui n'était pas parfait, mais qui m'a servi dans le temps. Dans le sens où ça prouve que tu as pu réussir à un moment donné, tu as pu faire quelque chose de bien, qui t'a servi, dont tu es fier, mais qui n'a pas été parfait. Pour justement redescendre sur cette notion de j'ai pas besoin que ce soit parfait pour en être fier et pour que ça marche et pour réussir quelque chose, tu vois. Donc, à chaque fois qu'on est dans cette notion de il faut à tout prix que ce soit parfait, de se poser cette question, ok, quelle est la dernière chose que j'ai pu faire ou à quand remonte la dernière fois où j'ai fait quelque chose qui n'était pas parfait et ça a été ok et c'est passé et c'était bien et aujourd'hui avec du recul j'en suis fière. Trop bien. Mais enfin, littéralement, il vaut mieux fait que pas parfait. Exactement. Et le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant parce que demain, ce sera trop tard. Et je pense qu'il y a plein de croyances comme ça qu'on pourrait casser. Et tu mets très bien les mots sur le perfectionnisme, sur le fait de se lancer directement et tout, la confiance en soi. Et je pense qu'il faut réussir, et tu pourras peut-être compléter ça, mais à vraiment les identifier et avoir les clés pour à chaque fois se dire bah non. Et moi, c'est vraiment un truc où j'ai réussi à mettre la main sur mes soucis. Au début, c'était la confiance en moi, forcément. Après, j'avais peur de ne pas savoir faire. J'ai eu le perfectionnisme aussi. Et un gros syndrome de l'imposteur. Et en fait, juste, je l'enlève de ma tête et je me dis non. Sinon, je sais que j'avancerai pas. Et je me dis que de toute manière, j'apprendrai en faisant, que ce soit par une réussite ou que ce soit par un échec dans tous les cas. Exactement. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on apprend plus dans l'échec que dans la réussite finalement.
Donc, c'est juste une question de perception. Et c'est l'image que toi, tu vas avoir de l'échec qui va faire la différence. Parce que dans le concret, j'ai juste à reprendre mon épisode de dépression, que j'ai vu comme un échec de dingue au départ. Aujourd'hui, c'est ce qui fait ma plus grande force. Parce que c'est grâce à ça que j'ai énormément travaillé sur moi. C'est grâce à ça que j'ai cherché à me questionner et que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Donc la perception qu'on va avoir de la situation aussi va nous amener à un certain résultat. Si tu vois les choses négativement, le résultat en fait ne pourra qu'être négatif à tes yeux, tu vois. Par contre, si tu en as une perception positive, même si ça a été difficile, parce que avoir une perception positive ne veut pas dire que ça a été simple, ça veut juste dire qu'aujourd'hui tu arrives à mettre ton focus sur le positif. Et encore une fois, phrase toute simple, mais là où tu mets ton focus, tu iras. Donc mets le focus sur la solution et tu trouveras la solution. Mais tu vois, je me suis rendu compte que quand tu es sûr que tu vas pas y arriver, bah justement, au final, c'est ce qui va forcément arriver parce que tu vas pas mettre l'énergie, tu vas pas mettre les actions. Alors que si tu dis « je vais y arriver », bah même toi, c'est ça, tu as grandi en disant « j'ai ce potentiel, je vais y arriver, je vais être femme d'affaires, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et justement, tu as tellement mis d'énergie dedans que c'est pour ça que là, tu es clairement sur la courbe ascendante. Et justement, c'est ça que je trouve hyper fort chez toi, c'est que même quand tu avais ces trucs down, tu savais où tu voulais aller. Et c'est un peu ça qui te tirait vers le haut, tu sais, ce mindset de se dire « j'ai la vision ». Et justement, tu nous en as parlé tout à l'heure, mais tu nous disais « je sais où je vais, je sais ma vision ». Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire là tes objectifs pour 2024, pour les prochaines années, ce que tu veux accomplir? Je trouve que ce serait vraiment intéressant de nous partager ça. Et surtout, comment tu arrives à garder ce mindset de « je sais que », tu vois. Ok. Alors déjà, je fais juste une petite parenthèse par rapport aux croyances parce qu'effectivement, tout part d'une croyance. Et c'est important aussi de mettre en lumière les croyances qu'on alimente aujourd'hui parce que notre réalité dépend de nos croyances. Et ce qui m'a permis de sortir de ma dépression, d'en être là aujourd'hui, de voir les choses qui avancent et qui se concrétisent progressivement, c'est vraiment parce que j'avais cette croyance, comme tu l'as dit, au plus profond de moi de « je vais y arriver, je vais m'en sortir ». Peu importe le temps que ça prendra, je sais que j'ai un potentiel et que je pourrais le révéler à un moment donné. Et le processus entre croyance et réalité, c'est que tout part de notre croyance qui va engendrer des pensées, qui elles vont engendrer des émotions ou des sentiments, qui eux vont pouvoir engendrer un comportement, donc des actions qu'on va poser dans la matière, donc déterminer notre réalité. Donc finalement, toutes les croyances que tu entretiens aujourd'hui déterminent les actions que tu poses et le résultat que tu vas avoir derrière. Donc c'est important, avant même de savoir ce qu'on veut, de venir travailler aussi sur nos croyances. Et on en revient à cette notion d'alignement. Quel alignement il y a entre qui je suis et ce que je veux? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis suffisamment la bonne personne, finalement, pour atteindre et accomplir ce que je veux? Et quand je dis la bonne personne, dans le sens où est-ce que j'ai les bonnes croyances qui peuvent me permettre d'aller l'accomplir? Est-ce que j'ai les bonnes croyances qui me permettent de poser les bonnes actions en cohérence avec tout ça? Donc, les croyances que vous entretenez aujourd'hui ne sont que le point de départ de la réalité que vous avez. Donc ça, c'est parenthèse fermée, mais c'est hyper important de le conscientiser. Et concernant du coup mes projets pour 2024, alors, petit spoiler, donc je ne sais pas si le podcast sortira avant ou après le lancement, mais du coup, j'ai prévu de lancer ma formation en ligne. Donc, un programme qui va me permettre de délivrer finalement tous les outils qui, moi, m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui, tous les outils qui m'ont permis de devenir la femme que je suis. Et c'est des outils qui peuvent être utilisés par tout type de personnes, tout type de niveau, parce que c'est des clés qui peuvent être réutilisées encore et encore pour se réajuster et se réaligner. Le programme, il est fait pour justement travailler cet alignement. Donc pour moi, ça me tenait à cœur de proposer quelque chose qui puisse aider un maximum de personnes. Parce qu'au niveau de mes accompagnements, j'ai des places limitées. Bien évidemment, je ne peux pas accompagner 100 personnes par mois, c'est juste pas possible. Donc ça m'anime tout de même, donc je souhaite garder mes accompagnements, mais garder un nombre restreint de coachés. Donc du coup, l'idée, c'est de scaler sur un programme en ligne pour créer une communauté de plus en plus grande. Et le but, quoi qu'il en soit, la vision long terme, c'est de créer un empire autour du bien-être, de montrer en fait qu'il est possible de briller, de s'accepter, de s'autoriser à être soi, et que quoi qu'il en soit, et c'est ce que je répète constamment, une étoile est faite pour briller. Et moi, je considère qu'on est tous et toutes
des étoiles et que on est là pour briller, en fait, tout simplement. Donc, ma mission qui se concrétise, en tout cas sur 2024, c'est de faire en sorte d'impacter un maximum de personnes, que ce soit à travers du coaching, programme en ligne et événements physiques aussi que je souhaite préparer. Donc, soit pour 2024 ou 2025, on verra en fonction de l'avancée, mais ça me tient vraiment à cœur. Ah, génial. C'est vrai, je sais pas si le podcast il sortira avant ou après le lancement, mais j'ai hâte de voir ça et je sais que ça va cartonner et que tu vas pouvoir aider encore plus de personnes à justement se relever, à vraiment libérer leur plein potentiel et aller, je pense, tout déchirer comme toi tu as pu le faire, que ce soit dans leur cheminement personnel ou dans leur cheminement professionnel. J'ai une dernière question pour toi pour terminer ce podcast parce que je sais qu'on pourrait parler des heures et il y a plein de choses que j'aimerais approfondir avec toi, mais je pense que là on a vu des grosses notions. La dernière question que je pose à toutes mes invitées, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une girl boss ? Alors, c'est une très bonne question et pour moi je dirais qu'une girl boss c'est une femme accomplie qui sait qui elle est, donc par conséquent ce qu'elle vaut, mais aussi ce qu'elle veut. C'est une femme qui est alignée, comme je le disais, entre qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle fait. C'est une femme qui n'a pas peur de briller et qui ose briller clairement, qui est la boss de sa vie en fait, en fin de compte. Et peu importe le projet qu'elle va avoir, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit une maison ou un building, peu importe, il n'y a pas de projet meilleur qu'un autre. L'important, c'est d'être aligné avec. Et pour moi, une girl boss, c'est juste une femme qui est accomplie, qui est OK avec elle-même, qui se priorise et qui brille, tout simplement. Trop beau. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Si, je sais pas, il y a une phrase qui est importante que tu veux vraiment rappeler, vraiment genre, c'est un petit mantra que tu veux nous partager, ou sinon simplement finir sur toi, tes réseaux sociaux, là où est-ce qu'on peut te retrouver pour peut-être découvrir ton programme qui sera sorti ou pas encore. Alors, du coup, ma page Instagram, c'est Wonder Nina. Pour le moment, je suis active que sur Instagram, donc c'est là-bas qu'on pourra me retrouver. Et les deux mantras, du coup, qui pour moi m'animent et que je me répète constamment, c'est là où tu mets ton focus, tu iras. Et une étoile est faite pour briller. Et pour moi, si tu mets ton focus sur ces deux mantras-là, tu comprends beaucoup de choses et tu incarnes finalement progressivement le changement dans ta vie et tu trouves l'alignement. Trop beau. Merci Nina pour cet épisode de podcast. Et pour ceux qui nous ont écoutés ou regardés, sachez qu'on a tourné une vidéo 24 heures avec Nina où elle nous emmène dans sa routine, dans son quotidien et où littéralement, je pense, elle met en application tout ce qu'elle nous a partagé dans cet épisode. On a fait sa routine matinale et je l'ai suivie et je suis encore en train de la suivre dans sa journée. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo et merci encore Nina, je suis trop contente de t'avoir reçue sur le podcast Hello Girl Boss. Merci beaucoup à toi, j'ai été ravie de faire cet épisode et let's go pour continuer cette journée 24 heures dans ma vie. C'est parti.